Docteur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour tenter de commenter, de nous expliquer un peu les démarches de l'administration Trump de ces derniers jours. On a d'abord appris que le département d'État avait annoncé que le 14 mai prochain, date hautement symbolique, se déroulerait à Jérusalem l'inauguration en tout cas d'un premier bâtiment dans le site futur de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, un geste symbolique important, un cadeau de l'administration américaine à l'occasion du Yom Ha'atzmaut. Mais on a aussi appris également le même jour que, de la bouche de Nikki Haley, que l'administration Trump s'apprêtait à publier son fameux plan de règlement du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on doit faire un lien entre les deux annonces ? D'abord, je rappelle que un plan de paix en soi-même n'est pas une mauvaise chose. C'est l'intérêt d'Israël d'arriver à un règlement du conflit. La question est de savoir quels sont les termes d'un tel plan de paix. En tout cas, c'est vrai que l'administration Trump parle depuis longtemps d'un deal ultime pour le conflit israélo-palestinien, mais en réalité, depuis ces derniers mois, il semble que cela ne soit pas vraiment d'actualité, puisque on se souvient du discours vraiment radical, je dirais, de Mahmoud Abbas il y a quelques mois, dans lequel il avait rejeté tout rôle pour les États-Unis dans le processus de paix. Donc même si l'administration Trump soumettait un nouveau plan de paix, on voit difficilement comment elle pourrait le faire avancer dans le contexte actuel, contexte politique compliqué d'abord en Israël, mais également du côté de l'autorité palestinienne. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, cette décision annoncée par l'administration Trump, par le département d'État, c'est peut-être aussi en soi un développement intéressant, d'inaugurer le 14 mai l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, c'est un point important, c'est juste un acte symbolique. D'abord, ça montre que l'administration Trump a véritablement l'intention de transférer l'ambassade, qu'il ne s'agit pas uniquement d'une déclaration sans date précise. Au contraire, lorsque le vice-président Mike Pence s'était rendu en Israël il y a un mois ou deux, il avait bien dit que les États-Unis avaient l'intention de transférer l'ambassade dans des délais brefs. Et maintenant, nous avons une date précise, une date symbolique, puisque c'est la date qui marque le 70e anniversaire de la proclamation de l'indépendance d'Israël. Et cela montre véritablement que l'administration Trump compte transférer l'ambassade avant la fin du mandat de Trump et qu'il y a là une déclaration très claire vis-à-vis d'Israël, mais également vis-à-vis de tous ces pays à l'Assemblée générale des Nations unies qui ont voté pour condamner la décision américaine. Également un message vis-à-vis du monde arabe et des pays du Proche-Orient, à savoir que l'administration Trump ne reculera pas face à cette décision qui est effectivement controversée au sein du monde arabe et au sein d'une grande partie de la communauté internationale. Alors, est-ce que on a parlé d'une éventuelle même visite du président américain qui se rendrait dans la région pour inaugurer lui-même en personne cette ambassade? Est-ce qu'il vous semblerait plausible que le président américain arrive en même temps dans la région pour donc faire ce geste très symbolique, qui est un geste d'amitié envers l'État d'Israël, mais en même temps pour présenter un plan de paix qui pourrait être bien plus embarrassant pour les Israéliens et qui pourrait mettre d'une certaine manière réconcilier les États-Unis avec les Palestiniens? Comme je l'ai dit tout à l'heure, un plan de paix en soi n'est pas embarrassant pour Israël. Au contraire, Israël a un intérêt à une résolution du conflit. La question est de savoir quels seraient les termes d'un tel plan de paix. Quand on sait quels sont les plans qui ont été rejetés par l'autorité palestinienne depuis la conférence de Camp David en l'été 2000, la proposition du président Clinton en décembre 2000, puis la proposition Olmert en 2008, le plan Kerry en février 2014, on voit difficilement aujourd'hui comment est-ce que l'administration Trump pourrait concevoir un plan de paix qui serait acceptable par les Palestiniens, qui finalement leur proposerait beaucoup moins que ce qu'ils ont rejeté dans le passé. Comme je l'ai dit également, cela ajoutait les remous politiques en Israël. Autrement dit, l'administration Trump peut présenter un plan de paix. La question est de savoir si il a des chances
de pouvoir être traduit dans la réalité. Oui, je veux dire plutôt que quelque part, le président américain, après avoir fait ce geste, peut dire aux Israéliens, écoutez, moi j'ai été extrêmement correct avec vous, je suis allé au bout de ma promesse électorale de transférer l'ambassade, maintenant c'est à vous de faire un geste en direction des Palestiniens. Ça, c'est possible qu'un tel scénario se déroule ? Ça me paraît douteux dans la mesure où il y a, depuis l'intronisation de l'administration Trump, une coordination très étroite entre l'administration, entre l'ambassadeur d'Israël Ron Dermer à Washington, l'ambassadeur des États-Unis en Israël David Friedman. Ils sont tous très coordonnés les uns avec les autres et je doute qu'il y ait une surprise du côté de l'administration Trump. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a une grande déception de Trump vis-à-vis du leadership palestinien également. Donc, il n'est pas impossible que Trump demande, entre guillemets, une contrepartie, mais je doute qu'il prenne Israël en surprise. Alors, je voudrais profiter que nous discutions, Dr Emmanuel Navon, vous êtes expert en relations internationales, mais également extrêmement à l'écoute et observateur de ce qui se passe dans la réalité israélienne aujourd'hui. Je voudrais avoir votre réaction sur un tout autre sujet, puisqu'il s'agit de ces tempêtes médiatico, politico, je ne sais pas encore quoi rajouter, mais qui nous secouent ces derniers jours, et en particulier autour de cette affaire dont on a parlé ces 2 derniers jours, l'affaire de la juge Poznansky Katz, c'est des relations au sein de la justice, entre justice, enquêteurs, dans le cadre de cette affaire 2000, de ces révélations dans cette affaire 2000 qui interviennent après les affaires 1000 et 2000, de ces révélations qui nous sont dont la presse, les médias nous abreuvent au quotidien. Quelle est votre appréciation, votre regard face à ces affaires? Il ne faut pas que le scandale de cette juge qui communique avec le prosécuteur éclipse la réalité des dossiers très graves et des accusations qui sont faites à l'égard du Premier ministre. Je pense que la présidente de la Cour suprême et la ministre de la Justice ont immédiatement pris les mesures qui étaient exigées pour mettre de côté cette juge, également l'avocat qui représente l'autorité des actions et des obligations, parce qu'effectivement leur contact par WhatsApp, par SMS est absolument scandaleux et contre l'éthique juridique. Donc il est bien qu'ils aient été tout de suite sanctionnés et mis de côté. Il y a un nouveau juge, un nouveau prosécuteur qui sont en charge du dossier, mais le dossier en lui-même est grave, les soupçons sont graves, c'est pas un hasard si les suspects ont été mis en détention, aussi bien le propriétaire de Bezek que les anciens conseillers de Benjamin Netanyahou. Je vous rappelle que Shlomo Filber, qui est quand même extrêmement proche de Netanyahou depuis de nombreuses années, a décidé de témoigner contre lui, ce qui prouve qu'il y a là des soupçons très graves, d'une grande ampleur. La police parle de plus d'1 milliard de shekels d'avantages fiscaux qu'aurait obtenu le patron de Bezek, Shaul Alovich, moyennant une intervention grossière dans la couverture médiatique de son site de son site médiatique, voilà, à l'avantage de Netanyahou. Donc les soupçons sont très graves. Il faut que la justice fasse son travail. Et c'est une bonne chose que la juge et le prosécuteur en question aient été sanctionnés et mis de côté. Vous n'avez pas le sentiment, et c'est un sentiment qui existe et qui semble assez bien implanté dans l'opinion publique israélienne, qu'il y a de la part, on va dire, des institutions, de la part de la justice, de la part de la police, de la part des médias, une sorte d'acharnement contre le Premier ministre à vouloir lui chercher, non pas la petite bête, parce que c'est probablement pas une petite bête, mais en tout cas de véritables acharnement contre le Premier ministre pour essayer par tous les moyens de trouver, de l'inculper ou de le condamner même avant l'heure? Écoutez, je remarque qu'en ce qui concerne le soi-disant acharnement des médias, le journaliste qui a révélé cette collusion, ces contacts par WhatsApp entre la juge et le prosécuteur, cela porte atteinte justement aux enquêtes contre le Premier ministre. Cela sert le Premier ministre d'une certaine manière. Oui. Donc ce journaliste a fait son travail de journaliste.
Comment peut-on accuser tous les médias, tous les journalistes d'être de mèche contre le Premier ministre lorsque ce journaliste qui a révélé ses contacts entre la juge et le prosécuteur finalement sert les intérêts de Netanyahou? Quant au chef de la police, Ronnie Al-Shir, comment peut-on l'accuser d'être le membre d'une vendetta de gauche anti-Netanyahou alors qu'il est lui-même il a grandi à Kiryat Arba, il est religieux, il est lui-même séfarade, etc. Donc il ne répond pas du tout, je dirais, aux critères, entre guillemets, de l'israélien laïque de gauche anti-Netanyahou. Donc il faut vraiment véritablement mettre les choses en perspective. Alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas un certain acharnement de la part de certains journalistes ou membres des élites judiciaires ou autres, mais il ne faut pas non plus caricaturer et généraliser et ne pas non plus éclipser la gravité des soupçons contre le Premier ministre, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a là de nombreux dossiers et que les soupçons sont graves et qu'encore une fois, il faut tout simplement laisser à la justice le temps de faire son travail. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines personnes qui ne s'acharnent pas, c'est certainement le cas, mais cela ne signifie pas que le Premier ministre soit blanc comme neige, ni lui ni son entourage. Eh bien, docteur Emmanuel Navone, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé tant sur le dossier américain avec la décision de transférer l'ambassade des États-Unis effectivement, de manière effective, on va dire, le 14 mai prochain, et de nous avoir éclairé aussi, de nous avoir apporté votre approche sur ce qui se passe actuellement dans la vie politique et juridique du pays. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci, bonne journée. Voilà, nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.